Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est un honneur et un réel plaisir pour moi d'ouvrir cette première journée d'études de notre tout récent laboratoire, joliment prénommé LYNX, laboratoire interdisciplinaire de recherche sur sciences, technologies et société. Journée que nos deux jeunes et dynamiques professeurs, Frédéric Breschenmacher et Michael Fossel, ont choisi de placer sous le signe de l'ample thématique sciences et littérature. J'ai accédé avec d'autant plus de plaisir à leur demande que, bien évidemment, ma position depuis un grand tiers de siècle et pour une année académique encore de professeur de littérature dans un grand établissement d'enseignement scientifique ne pouvait me laisser indifférent à cette thématique, même si elle ne fut qu'épisodiquement dans ma carrière source de recherche et de publication. En revanche, dans les très longues aussi fonctions administratives qui furent les miennes à la présidence du département qui vous accueille aussi aujourd'hui, j'ai toujours fait en sorte que la littérature en tant que discipline n'apparaisse jamais, pas plus que la philosophie ou l'histoire d'ailleurs, comme un îlot de méfiance ou pire encore de résistance molle à la robustesse des sciences exactes ou à la supposée complicité des plus jeunes sciences humaines et sociales. Bien au contraire. Et j'en voudrais comme preuve ou symbole les personnalités universitaires qui, sur ma décision il y a quelques années ou ma suggestion plus récemment, sont venus au titre de la littérature participer à la commission d'expertise de notre département, commission chargée particulièrement de veiller aux orientations stratégiques du département ainsi qu'aux procédures de recrutement ou de renouvellement des enseignants contractuels. Il suffira que je cite dans cette enceinte les noms des 3 derniers littéraires de cette commission pour que l'esprit interdisciplinaire auquel je fais allusion soit évident. Les citer sera pour moi aussi une façon de leur rendre hommage et de les remercier. Henri Mitterrand, tout d'abord, qui accompagna nos travaux dans les années 1995-2000, quand il terminait sa carrière à Columbia University, ce grand zolien chez qui l'approche sociocritique et mythologique du discours du roman se fit en permanence sous le signe d'une traversée partagée des savoirs et de l'imaginaire chez l'auteur des Rougon-Macquart. Je l'ai eu au téléphone il y a une quinzaine de jours pour lui faire part de cette journée à laquelle malheureusement il n'a pas finalement pu assister, mais il m'a prié de vous transmettre son très cordial souvenir. Gisèle Césinger ensuite, qui je crois va nous faire le plaisir, en tout cas cet après-midi, d'être là parmi nous lors de la table ronde. Éminente flaubertienne, professeure à Marne-la-Vallée, elle fut responsable du LISA, une équipe d'accueil sur littérature, savoir et art, avant de l'être à la Maison des sciences de l'homme de Paris du programme Littérature et savoir du vivant au XIXe et XXe siècle. Surtout, elle est cofondatrice, vous le savez, du tout récent programme ANR franco-allemand intitulé Biolographe, la création littéraire et les savoirs biologiques au XIXe siècle, programme auquel plusieurs intervenants de notre journée sont également associés. Alors, si elle avait été là, je lui aurais dit merci de vive voix, je lui redirai cet après-midi de nous avoir aidé de ses avis et conseils tout au long de ces dernières années, avant de passer, il y a 2 ans, le flambeau de l'expertise au 3e collègue que je souhaite ici remercier, Michel Pearsens de l'Université de Montréal, qui, plus que personne, aurait lui aussi voulu être parmi nous aujourd'hui, mais la trop grande proximité de, comme je le disais tout à l'heure à certains d'entre vous, de cette journée d'études avec la fin d'année pour laquelle il va revenir à Paris rendait difficile un tel aller-retour. Nous nous sommes parlé, là aussi, il y a une dizaine de jours, et il souhaite un grand succès à cette journée qui va, de toute évidence, s'inscrire, si je puis dire, sous le parrainage de la démarche épistémocritique qu'il a initiée avec tant de perspicacité et qui, je le suppose, nous vaut le sous-titre du jour choisi par nos organisateurs, une méthode et présupposés critiques à l'approche du thème science et littérature, et en particulier à celui de la littérature et des savoirs du vivant, cher à ce fidèle ducassien qui est resté Michel. C'est à lui d'ailleurs que j'emprunterai prioritairement, pour quelques minutes d'introduction sur le fond cette fois, un horizon conceptuel et quelques mots clés qui me semblent devoir cadrer ou baliser notre journée. Nous sommes tous évidemment d'accord ici pour convenir qu'il serait insignifiant et improductif de continuer à explorer l'abstrait, l'institutionnel et quasiment paradigmatique opposition pendant des siècles dans notre culture, entre science et littérature, en tant qu'elle relèverait a priori de visées et de procédures incomparables, voire incompatibles. À la première correspondrait ainsi une recherche de la vérité qui passerait par la rigueur déductive de la démonstration, ou par l'élaboration contrôlée de protocoles expérimentaux de vérification de la théorie. À la seconde reviendrait par contraste le libre déploiement d'espaces imaginaires
produit par une élaboration stylistique de la réalité, sans autre fin que la beauté formelle de pure construction textuelle ou l'agrément qu'elles peuvent susciter chez le lecteur. Puisque nous sommes ici aujourd'hui à Polytechnique, je pourrais résumer cet antagonisme hiérarchisé et dépassé par la fameuse réplique du polytechnicien Arago à Lamartine lors d'une séance à la Chambre en 1837. Ce n'est pas avec des alexandrins qu'on extrait le sodium du sel marin. Et pourtant, si la littérature s'empare spectaculairement au XIXe siècle des savoirs scientifiques, des savoirs biologiques, certes, dont nous allons parler longuement aujourd'hui, mais plus largement aussi de ceux qui gravitent autour d'un sujet individuel ou collectif désormais sans bornes, le corps, le psychisme, mais aussi l'histoire, le cosmos, la matière, le désir. Si donc, comme l'écrivait joliment Michel dans son bel article de 2006 sur le pacte épistémique, la littérature, à l'heure de la postmodernité baudelairienne, se profile, je le cite, en une énorme machine cognitive affairée autour de cette collection de boîtes noires proliférantes et de plus en plus complexes, fin de citation, c'est qu'au fond, il y a sans doute plus de semblances que de contrastes entre science et littérature, que toutes deux sont désormais impliquées dans une même aventure épistémique et que pour extraire le sel de la terre, l'alexandrin du poète n'a pas grand-chose à envier à l'éprouvette du savant ou à la foreuse du technicien. Si, à l'heure de la révolution industrielle et du désenchantement du monde qui l'accompagne, ce retournement paradigmatique est possible, si, comme le suggère le titre de vos communications ou concepts clés en la matière, on ne doit plus parler d'opposition entre science et littérature, mais au contraire de circulation, d'hybridation, de percolation, ou pour rassembler les métaphores en une seule, de porosité entre savoir scientifique et forme ou contenu littéraire, c'est qu'une autre révolution a eu lieu dans les esprits, visant à l'affirmation qu'au fond, la science moderne, malgré les apparences, n'a plus grand-chose à voir avec le réel, mais beaucoup avec l'imaginaire. Bonjour Gisèle, je venais de te remercier in absentia. Dans cette aventure révolutionnaire-là, qui voit la science prendre rang parmi les arts de l'irréel, le roman, disons pour faire simple, de Balzac et Houellebecq, semble, on en conviendra, aisément le mieux armé des genres littéraires pour donner la réplique à des savoirs suspendus sur ces gouffres de l'hypothèse ou du non-dit que laissent entrevoir les quêtes d'un Darwin ou d'un Freud. Révolution émouvante, féerique ou fantasmagorique, comme ces romans populaires fin de siècle dans lesquels Michel Pearsens toujours voyait la preuve d'une nouvelle gémellité entre deux industries du possible, qu'il résume dans une de ses formules frappantes dont il a le secret, je le cite, « Tout se passe alors comme si la science disait « tout est impossible et vous n'avez encore rien vu », tandis que la littérature, la bonne comme la mauvaise, proclame « tout est possible et nous allons vous le montrer ». Fin de citation. Mais sans mépriser cette suzeraineté du genre romanesque en l'affaire, je voudrais, pour approfondir cette introduction, m'attacher un instant à la poésie et à sa poétique propre dans son rapport au savoir et plus largement à la connaissance. Je ne dirai rien de la poésie explicitement scientifique à la Delille, pour faire court. Nous avons dans cette salle au moins deux grands experts, et dont un magnifique colloque à Montréal à l'automne 2010, cette fois-ci je crois que la moitié de la salle y était, a suffisamment montré comment la scientificité avait fait naufrage en raison de la scientificité même, j'aurais dire dispersive, de la science à laquelle elle voulait s'adosser. Je ne dirai rien non plus de la poésie implicitement scientifique qui, du Supervielle de gravitation au Jacques Réda de physique amusante en 2009, en passant par nombre de textes de Valéry ou de Michaud par exemple, a joué le jeu de cette scientificité dispersive, a souhaité entrer en résonance avec le paradigme relativiste de la science du XXe siècle. Je ne dirai rien non plus enfin, et ce n'est pas l'envie qui m'en manque, puisque nombre d'Olympiens, Braffort, Fournel, Roubaud 3 fois, et Olivier Salon, il y a quelques mois encore, se sont assis sur ces bancs en invitation, en séminaire ou en cours. Rien donc de la poésie sous contrainte scientifique, résolument mathématique même, comme celles qui sont à l'œuvre chez l'auteur de 31 cubes ou de signes d'appartenance. Non, je voudrais seulement m'arrêter un instant sur le lien subtil mais fort qui unit ou du moins rapproche à mon sens science et poésie dans la démarche du sujet d'aborder, connaître et dire la complexité du réel. Me revient à ce moment à l'esprit un échange que j'ai eu il y a tout juste 6 ans avec l'un de nos plus grands poètes vivants, c'était à San Diego, où s'achevait un magnifique colloque d'une semaine sur le thème de l'illisibilité poétique dont les actes viennent seulement de paraître aux éditions du Septembre.
Il y avait là-bas plusieurs illisibles notoires, invités en keynote speakers, comme Jean-Marie Glaise, Christian Prigent ou Nathalie Quintard. Il y avait surtout l'immense, l'inusable Michel Deguy, avec qui je me revois le dernier soir à la table de l'un de nos hôtes californiens, dans un échange sur le cours que je conduisais à l'époque avec Alain Finkielkraut sur les questions de création contemporaine, et pour lequel je me proposais de l'inviter à parler de son œuvre de poète. Et je l'entends encore me dire, sur ce ton faussement bourru qu'on lui connaît, mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir à faire de la poésie aux polytechniciens? Moi, un peu surpris du présupposé épistémologique porté par une telle réponse, de lui rétorquer, cher Michel, sachez qu'à ce compte-là, ils n'en ont sûrement rien à faire non plus, comme vous dites, de la mécanique quantique ou de la mathématique. Et mon interlocuteur de concéder alors, vous avez raison, Dominique, la prise en charge du réel. Voilà ce que la science et la poésie ont pleinement en commun. Et le vieux poète levait alors son verre de chardonnay de Sonoma Valley pour trinquer en énonçant solennellement comme un verdict ut scientia poesis. En ajoutant malicieusement, vous êtes d'accord, la seule chose qui nous intéresse vraiment dans cette affaire, c'est le out. Magnifique paraphrase, me semble-t-il, que c'est là du paradigmatique et problématique ut pictura poesis horatien. Si la poésie a bien à voir avec la science, dans ce que Deguy appelle la prise en charge du réel, ce n'est évidemment pas en tentant de rivaliser avec elle ou avec la technique dans leur capacité à expliquer, expérimenter ou à raisonner le réel. L'envie en démange pourtant depuis toujours la poésie qui, des genres littéraires, se sait et se proclame le plus scientifique ou le plus technique en raison même du rapport calculé, certains diront d'expertise, d'autres de bricolage, au corps de la langue, par les figures théorisées, voire mathématisées de la métrique, et qu'incarnèrent pendant des siècles l'alexandrin et le sonnet, par exemple. Mais on le sait, retour à Baudelaire, Rimbaud et à Ducasse, toute cette scientificité-là a fondu dans les années 1860-1880, à l'heure, nous l'avons dit, de la dissolution discursive de la science classique et de l'essor d'une nouvelle scientificité de la science elle-même. Élan, essor, qui, crise du verre, oblige, j'aurais dit Mallarmé, déporte d'un même coup, quasi définitif, la poéticité vers la prose et ses variantes poétiques les plus informelles et les plus extravagantes, de l'écriture automatique des surréalistes aux ratures et mécritures des telkéliens façon Denis Roche dans les années 70. Il n'empêche que dans ce naufrage de la vieille poéticité par arasement de tous les critères et canons de reconnaissance formelle, technique du poème, ce qui était déjà évidemment mais implicitement à l'œuvre dans la forme mesurée du vers, devient désormais explicite dans cette avalanche de métaphores plus vives que jamais au sens ricoeurien du terme. Deguy a raison, si bien le out qui importe depuis toujours et qui désormais explose dans une sorte d'effervescence épistémique, aggravant les écarts métaphoriques, étirant la distance analogique, et ce, dans une permanente intention de savoir et de connaissance. Ce n'est ni mon sujet, ni mon domaine de compétence, mais j'imagine qu'à l'heure des bio- ou nanotechnologies, des systèmes complexes et des flux de big data, la poésie a plus que jamais son mot à dire dans ce process, et peut-être certains d'entre vous ont-ils déjà travaillé sur cette contemporanéité-là de la question science et littérature. Pour moi, ces dernières années, j'ai consacré travaux et publications, comme on en parlait tout à l'heure, quelques-uns, un poète pas lu, peu lu, la non-lecture, vous en conviendrez, étant avec l'illisibilité dont je parlais tout à l'heure, l'un des deux autres critères paradoxaux de la littérarité poétique contemporaine. Un poète dont l'œuvre ne parle jamais de science, un peu de technique par le biais de la photographie, mais beaucoup, essentiellement, du réel et de la connaissance. Il s'agit de Dominique Fourcade, dont toute l'œuvre est publiée depuis une trentaine d'années chez POL, nous en parlions. Si je l'évoque et veux lui donner le mot de la fin de cette introduction, sans le commenter, c'est qu'il a construit sa poétique autour d'un concept, celui de système, ou de système contact, au sens photographique du terme, qui me semble, par écho au système complexe de la cognition, par exemple, que je citais à l'instant, être parfaitement opératoire pour rendre compte de cette prise en charge du réel, chère à Deguy, avec qui Fourcade a d'ailleurs de nombreuses affinités. Au poète donc, un mot de la fin, mais aussi d'ouverture de vos travaux, un mot extrait de son avant-dernier recueil, Citizen Do, de 2008, sur ce qu'il appelle la logique scrupuleuse du poème. Je le cite. Le livre, mon livre, une pensée sérielle, rien de machinal. Il faut que la logique en soit très scrupuleuse et qu'elle épouse le réel.
fidèle à en mourir, une trame, une ouverture, une action cohérente mais dont la direction est imprévisible, dont le seul scénario est son développement interne et dont chaque seconde du temps est occupée par une syllabe. Syllabe qui crée le temps-espace du livre. Syllabe être. À ce point, réel de la langue et réel du monde ne sont qu'un. Une obsession majeure commande ce travail. Être au contact du réel. Une obsession et toute l'angoisse d'un grand amour. Le réel, l'époque, le monde. Un désir fou, un besoin fou de le toucher. Une ascèse mène à ces quelques secondes. Seule l'écriture. Le contact, donc. La vérité de ce contact et l'expérience de la connaissance qui est indissociable de l'écriture contact, aspiration d'une vie d'écrivain. Je vous remercie. Merci Dominique pour nous avoir si bien lancé pour cette journée d'études. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier notre troisième organisatrice qui vient de nous arriver juste à temps après avoir bravé la Sambre de Lozère, ce qui est toujours une sorte de rite initiatique qui suscite notre respect ici à l'école polytechnique, surtout par ses temples cauchemars. Donc Anne-Gaëlle Weber, qui nous vient de l'Université d'Artois et sans qui il n'aurait pas été possible de construire cette journée dans laquelle nous avons essayé de mêler différentes approches littéraires sur la science, donc avec 5 exposés qui vont nous occuper jusqu'au milieu de l'après-midi, puis une table ronde avec 4 interventions, puis une discussion générale. Et je donne à présent la parole à Christine Baron, qui nous vient de l'Université de Poitiers, pour nous parler du savoir du vivant en littérature, la biologisation du récit. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci. Je tiens à renouveler mes remerciements à Frédéric Brigitte-Macher et à l'ensemble des organisateurs de cette journée de nous accueillir ici à l'école polytechnique. Et je commencerai par un constat. Si, pour reprendre les termes de Frédéric Worms, il y a un moment du vivant en philosophie, illustré entre autres par la phénoménologie, il semblerait que la littérature se soit, de son côté, massivement emparée de la question du vivant dans le dernier quart du XXe siècle et le début du XXIe. Pour ne prendre que ces 8 dernières années, de Journal d'un corps de Daniel Pénac, 2013, Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal, en 2014, Le règne du vivant d'Alice Fernet, 2014 également, en passant par Le journal d'hiver de Paul Auster, 2012, ou un petit peu plus en arrière dans le temps, La femme qui tremble de Cyrus Vett, Le corps biomédical, ou plus largement la question du vivant mobilise un imaginaire collectif tel que dans les Cultural Studies sont apparus de nouveaux domaines en plein essor, Biopoetics, Eco-criticism ou Animal Studies, se partagent un champ en pleine expansion. Certes, pour rester dans le domaine francophone, ce que l'on entend par vivant dans ces divers textes est loin d'avoir une signification stable. Le terme ne recouvre ni des expériences équivalentes, ni la désignation d'une même dimension des êtres animés, mais il atteste un intérêt partagé et le sentiment d'une communauté d'interrogation telle que Arona Moreau, déclinant cette fois les domaines du savoir, parle de bioéconomie, de biopolitique, de biolégislation dans un ouvrage consacré, on devine, à la question du biosiècle. Quelques remarques avant d'entrer dans le cœur du propos. Le vivant en littérature n'est pas la vie, et encore moins le vécu. Il suppose une approche qui multiplie les échelles de la cellule à la biosphère, du plus petit organisme à l'environnement qui conditionne l'existence de tous les vivants. Par ailleurs, on pourrait penser que l'écriture du vivant a pour particularité de s'effectuer sur le mode de l'immédiateté, voire du refus de raconter, selon une reconstruction mémorielle ordonnée qui couperait cette vie de ce qu'elle recèle de mouvant en la subordonnant au cadre du récit. Si l'écriture de Stream of Consciousness, chère aux romanciers des années 20 et aux narratologues des années 70, était supposée se tenir au plus près des mouvements parfois encore informulés de la conscience, à ce moment où la parole est en cours d'élaboration et cherche sa voix, il semble que l'attention au vivant, à l'opposé, cherche dans des textes plus contemporains à mettre en œuvre des stratégies rhétoriques structurées qui interprètent la vie médicalement, psychologiquement, historiquement,
et implique un croisement de strates multiples et d'interprétation des phénomènes organiques. La référence au vivant n'est donc pas un hommage à l'inarticulé, à la dimension brute de l'expérience de la vie biologique, mais passe bien au contraire par une attention extrême aux paradigmes savants qui permettent d'en rendre compte et qui, dans leur débat, modulent notre représentation de la vie. Ce sera l'objet d'une première partie de la réflexion qui sera centrée sur des textes littéraires dont les cadres apparaissent modifiés par ce choix qui n'est pas seulement, et je tiens à insister sur ce point, une thématique, mais peut-être un nouveau point de départ qui engage des poétiques et une temporalité propre du récit. Dans un deuxième temps, je montrerai, via un ouvrage de vulgarisation scientifique, comment une réflexion scientifique sur le vivant, celle d'Ameisen en l'occurrence, revient vers la littérature, ce que l'on attend en termes pédagogiques, esthétiques et symboliques. Puis je questionnerai dans l'histoire de la littérature ce que celle-ci doit aux théories du vivant, au prix d'un retour en arrière dans le temps. Et cette réflexion se développera dans deux directions. Un examen de l'analogie de la théorie des genres littéraires avec celle des espèces, qui a permis en quelque sorte la formation d'une histoire autonome des littératures, d'une part, et d'autre part, un examen du statut des théories du vivant dans le roman du XIXe siècle et de leurs effets sur la narration romanesque à travers le passage d'un paradigme catastrophiste ou événementialiste au paradigme darwinien. Le corps biologique et son récit comme continent narratif font en effet une entrée en force dans la littérature des premières années du XXIe siècle. Du corps conscience de la phénoménologie, du corps sexué de la littérature des années 70, émerge un nouveau corps biomédical, décrit et raconté à travers des catégories qui sont plus celles de la biologie que du récit littéraire. Dans un roman de Judith Chalonsky, ce qui préside à la présentation des personnages est une typologie quasi mendélienne, et la description à laquelle elle se livre de la société allemande de l'Europe de l'Est après la chute du mur s'inspire très explicitement des théories de l'adaptation. Théorie darwinienne cette fois, l'aune à laquelle les personnages sont mesurés par la narratrice, professeure de sciences naturelles dans un collège en voie de fermeture pour raisons démographiques, est celle de leurs capacités ou de leurs incapacités en tant que vivants. Si le roman moderne s'est construit sur le socle de l'individualité, on peut considérer que c'est ce socle même qui se voit remis en cause par un changement de perspective qui pose au centre de la narration et de l'évaluation ce commun dénominateur, des gènes qui résorbent l'individu dans des catégories plus vastes, les catégories des espèces animées, ou plus petites, celles de la cellule et du gène. L'approche du vivant est multiscalaire dans ce roman qui s'y rapporte, ce qui signifie que l'humain n'y est qu'un échelon parmi d'autres. Ce que suggère constamment l'inconstance de l'espèce et sa riche iconographie, empruntée entre autres à Haeckel. Dans Being Dead de Jim Crace, l'auteur décrit la mort de ses personnages comme fin d'un arrangement de cellules qui se défait selon les lois immuables de la biologie, résorbant l'identité personnelle dans le sort commun des multicellulaires voués à la mort. Loin d'être une perspective réductrice sur l'homme, cette approche constitue, comme le souligne Jacques Bouvresse dans La connaissance de l'écrivain, une rupture avec le schème du héros et ce qu'il appelle assez sévèrement un bavardage de sacristie, les lieux communs bien pensants qui accompagnent certaines conceptions de la littérature. Un discours extatique sur la création qui va dominer la critique jusqu'aux années 70-80. Cette nouvelle manière d'appréhender le vivant change aussi, par ailleurs, l'échelle de la narration. 10 ans plus tôt, en donnant la parole à un unicellulaire dans Temps Zéro, Calvino accomplit le projet même de la littérature, selon lui, qui doit donner voix, je cite, à ce qui n'a pas de voix. Méiose, mythose sont des récits expérimentaux d'un écrivain fasciné par la mitochondrie. J'aurais souhaité vous montrer quelques images, entre autres d'un artiste poitevin qui s'appelle Reynald de Tertre, mais malheureusement, ils ne sont pas libres de droit. Voilà, donc ce texte engage la recherche littéraire, me semble-t-il, dans une voie nouvelle, qui est celle de la perspective, du dépassement de la perspective anthropocentrique. Comment penser l'émergence de la vie sur Terre, pour l'écrivain, si ce n'est à travers l'émergence des signes et des traces? En prêtant attention à l'infrahumain, il témoigne d'une attention nouvelle, et je dirais presque d'une bienveillance, à l'égard de toute forme de vie, y compris les plus élémentaires,
En même temps, il relève un défi propre à l'histoire littéraire des années 70 et surmonte une impasse des poétiques post-structuralistes. Comment écrire encore une narration quand tous les éléments qui la constituent, personnages, intrigues, sont en quelque sorte délégitimés par la théorie littéraire. L'anathème textualiste, sur toute forme d'anthropomorphisme, condamne le romancier à une mise à plat de ses thématiques et de ses moyens, à une reprise parodique de la psychologie du roman du XIXe siècle. Meios mythos sont des processus élémentaires qui définissent tous les êtres animés, au-delà, mais aussi en deçà de la conscience. Ce sont, chez Calvino, des monologues où s'éprouve la difficulté d'une double posture. Comment se dire quand on est à la fois sujet et objet en mutation, mais surtout comment formuler, quand le développement n'est pas celui d'une cellule déterminée, mais devient en temps zéro la métaphore de tout commencement, comment formuler ce moment où le langage s'invente au fur et à mesure que naissent les phénomènes naturels dans le fantasme calvinien d'une sorte de langue adamique. Mais si le corps vivant comme tel pose d'autres questions à la narration, on peut les examiner à travers la thématique de l'opposition entre santé et maladie. La santé comme silence des organes, selon la formule de Lurich, tumulte de la maladie, dont Thomas Bernhardt, Hervé Guibert, Patrick Autréau et quelques autres font la matière même de leur œuvre, inaugure un espace narratif à la fois tourné vers de nouvelles modalités autobiographiques et vers l'histoire des savoirs du vivant. Je vais écrire le journal de mon corps parce que tout le monde parle d'autre chose. Les corps sont abandonnés dans les armoires à glace. Écrit Daniel Pénac dans Le journal d'un corps. Il s'agit dès lors moins de réparer pieusement une occultation que de montrer que non seulement on oublie les cellules et la dimension vivante du corps, mais qu'ils sont un objet d'étonnement constant. Lorsque le protagoniste de Pénac s'évanouit, par exemple, à la vue de son sang, ou lorsque le jeune Paul Auster n'a plus conscience, sur un chantier de peinture, où il est le seul blanc, qu'il a une couleur de peau. Les particularités du moi biologique renvoient à l'intimité, mais aussi à la plus grande extrémité. Le récit de Sirius Vett, The Shaking Woman, en témoigne. Objectivement, cette femme qui tremble, qui n'est autre qu'elle-même, atteinte d'un syndrome inquiétant. Au lieu d'explorer les résonances psychologiques du mal, elle se livre à une traversée historique des discours médicaux et psychiatriques, et oscille constamment entre deux séries interprétatives, sans résoudre le conflit entre prédominance du psychisme et analyse physico-chimique, qui s'avèrent toutes deux insatisfaisantes. À l'aide du DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, elle se livre à une traversée de l'évaluation des maladies d'origine nerveuse et de leurs interprétations dès la fin du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle à avant-hier. Ce voyage au cœur de la maladie constitue une domestication du mal par la parole. En pratiquant le biofeedback, la narratrice réalise que sans pour autant guérir, elle maîtrise davantage les symptômes qui la frappent. Chez Auster, dans son journal de 2012, c'est le récit filmique DOA, Dead on Arrival, qui participe à cette domestication du corps souffrant et ouvre à l'écrivain un lexique qui lui permet de décrire le mal dont il est frappé. Il est cependant hors de question que je m'institue spécialiste de mes maladies, dira Pénac dans Le journal d'un corps. Et cependant, le récit du mal devient outil thérapeutique pour le médecin lui-même. Maïs de Kerangal, quant à elle, raconte une transplantation cardiaque qui fait suite à l'accident d'un jeune surfeur, et elle évoque plus particulièrement la phase où son cœur prélevé va permettre à une patiente de survivre à une maladie cardiovasculaire. Ce qui rythme le récit est le protocole médical. Il n'y a là, à proprement parler, ni aventure, ni héros, mais relais d'un corps à un autre par une série de gestes programmés et juridiquement encadrés. Le savoir convoqué, celui de la chirurgie contemporaine, et cet horizon historique est gouverné par une sorte d'écrasement du temps. Il y a à la fois le présentisme, une forme de présentisme tel que le définit par exemple François Hartog, et un effet de narration qui est plus labile à cerner, une sorte d'imaginaire, m'a-t-il semblé en lisant ce livre, une sorte d'imaginaire de la série télévisée et de temporalité qui est celle de l'urgence, des 24 heures, qui ne rythme plus la tragédie mais la nécessité de prélever, de greffer un organe avant qu'il ne s'altère. La temporalité du deuil de la famille du jeune homme, celle de l'acte chirurgical,
de la bioéthique de la décision entre également en synergie avec d'autres formes de temporalité. À ces temps viennent se superposer celui de la vie du chirurgien, le temps de sa vie, contemporain d'une avancée majeure qui va rendre possible la transplantation. Pierre Révol est né en 1959. Guerre froide, triomphe de la révolution cubaine, premier vote des Suissesses dans le canton de Vaud, tournage de Bout de souffle, parution du Festanu de Burroughs, opus mythique, et de l'opus mythique de Miles Davis, Kind of Blues. Autre chose, oui, c'est l'année où l'on a redéfini la mort. De fait, en 1959, plutôt que d'être ce nourrisson placide au triple menton de sénateur de province, engoncé dans une barboteuse ridicule, il aurait aimé être dans la salle lors de la 23e réunion internationale de neurologie, le jour où Maurice Goulon et Pierre Mollaret sont montés à la tribune faire part de leurs travaux. Tant de la découverte scientifique, tant de la vie des personnages convergent vers ce moment de l'acte chirurgical sans qu'on puisse pour autant évoquer ce que Ricoeur appelait une sorte de classique dans l'analyse littéraire, la synthèse de l'hétérogène dans les événements du récit, mais surtout l'individualité des personnages prend sens dans le collectif d'un récit où l'on répare non pas tel individu, mais les vivants. Le lien de la vie et du récit se noue aussi, selon d'autres modalités, de la biologie vers la littérature, cette fois dans l'exemple que je vais développer. Et cet intérêt pour le vivant n'est donc pas... cet intérêt n'est pas à sens unique, mais la biologie cellulaire a parfois instauré une forme de dialogue dans les discours vulgarisateurs avec la littérature. En effet, dans la sculpture du vivant, Ameisen aborde la question du suicide cellulaire sous un angle très particulier. Il ne s'agit plus d'opposer polairement la vie et la mort, mais de montrer dans le développement de la vie des destructions de cellules programmées qui recomposent sans cesse les cellules qui nous constituent. Quant à l'usage que fait Ameisen des textes littéraires, il ne s'agit pas de mettre au jour une rhétorique de la science, au sens où l'on entendrait Fernand Aline lorsqu'il évoque les périodes classiques, mais ce qu'Ameisen mobilise pour modéliser le blocage du suicide cellulaire, c'est un épisode canonique de l'Odyssée, à savoir le chant des sirènes. Il faut rappeler que si la littérature emprunte à la biologie a emprunté à la théorie de l'information de nombreuses figures qui appartiennent peut-être désormais à la mythologie blanche de l'écriture savante. Les notions de code génétique, de transfert de données, de programmes nous sont si familières qu'elles appartiennent désormais au vocabulaire scientifique, ne sont plus lues véritablement comme des métaphores. Or, ce n'est pas ce modèle que va convoquer Ameisen dans le texte concerné, mais un modèle emprunté à la narratologie. Le passage que j'évoque est situé au chapitre 2 de l'essai et concerne l'empêchement du suicide cellulaire par des chimiothérapies telles que le modélise Ameisen. La thèse fondamentale du livre est le fait que nous sommes passés dans les sciences d'une représentation extérieure de la mort, d'où le mythe de la faucheuse, à une représentation interne de celle-ci dans le processus de l'apoptose. La mort cellulaire n'est donc pas nécessairement synonyme de dégénérescence de l'organisme, mais elle est indispensable à certains stades du développement d'embryon. En d'autres termes, la disparition de certaines cellules du corps est constitutive de la vie, or ce processus va être illustré à travers l'épisode de l'Odyssée bien connu qui est celui du chant des sirènes. Ainsi, Ameisen note-t-il que dans certains textes de la mythologie, la décision de Vévo de mourir ne résulte pas d'une plongée dans un abîme philosophique ou mystique, mais d'une succession d'étapes, d'une cascade de signaux où interviennent l'intelligence, la séduction et la ruse. Le chant des sirènes et la ruse qui consiste à éviter la mort en se faisant ligoter au mât du navire et l'épisode des Argonautes seront les deux textes mobilisés par Ameisen. Épisode des Argonautes au cours duquel le chant d'Orphée, contrebalançant celui des sirènes, permet aux marins d'échapper à la mort par cet antidote sanitaire. Le parallèle est développé en ces termes. L'empêchement de la dégradation cellulaire peut s'effectuer en utilisant certaines substances qui empêchent la cellule d'entendre le chant qui lui est destiné, stratégie des marins d'Ulysse, les oreilles bouchées, ou en utilisant des substances paralysantes qui empêchent de répondre à un signal pourtant perçu, stratégie d'Ulysse, qui se fait ligoter au mât. Mais l'organisme peut également se défendre spontanément contre la mort cellulaire
en générant des contre-signaux de vie, stratégie d'Orphée. En effet, dans le cas du mythe des Argonautes, il s'agit de produire un contre-champ assimilé en l'occurrence à un contrôle spontané, permettant aux cellules non seulement de ne pas se détruire, mais de se développer constamment. Les protéines chaperon, dont le rôle a été mis au jour dans les années 80, et que décrit Michel Morange dans Les Secrets du vivant, jouent, entre autres, un rôle de protection en aidant au repliement des autres protéines fragiles pendant cette phase où elles peuvent être coupées par des protéases. Elles sont comparées au champ d'Orphée, plus puissant que le champ de mort des sirènes et qui couvre leur voix, empêchant la cellule d'entendre son signal de mort. Alors que dans la fable des Argonautes, le corps s'autorégule, celle de l'Odyssée fait référence aux situations où le corps a besoin d'un auxiliaire, substance médicale, traitement, stimulation extérieure pour échapper au suicide cellulaire. Si on revient à la phrase liminaire d'Amaezon, l'enjeu de cette analogie avec le texte littéraire est de substituer à un discours philosophique ou religieux sur la mort un schéma sémiologique. Au sens large, la sémiologie ayant d'abord connu, on peut le rappeler, une acception médicale lors de la formation du terme par Littré en 1855. L'usage de la fable ne suppose donc pas une réhabilitation du mythe, comme tel dans son acception métaphysique ou religieuse, mais ce qui en est retenu est un schéma fonctionnel, commun au récit et à l'expérience. Le recours à ces exemples suggère une série de remarques. L'épisode du chant des sirènes dans l'Odyssée a plus que tout autre mobilisé l'imaginaire. Métaphore de l'appel de l'œuvre littéraire, du risque de la perte qu'elle comporte, pour Maurice Blanchot, dans le livre à venir. Exemple d'hyponoïa ou lecture allégorique, Ulysse attaché au mât ayant été considéré dans certaines lectures de l'humanisme chrétien comme une analogie, une sorte d'équivalent du Christ en croix. Métaphore de l'inachèvement de la rationalité occidentale chez Adorno et Horkheimer, dans la crise de la raison. Comme l'attestent ces exemples, l'épisode a été mobilisé dans des contextes très différents. Il s'agit, semble-t-il, d'abord d'un argument d'autorité. Homère, fondateur de la littérature occidentale, source historique de nos traditions d'écriture et de pensée, offre aux savants un récit clair qui est comparé par Amazen lui-même à la lumière crue qui découpe les rivages et les collines de la Grèce. Mais c'est aussi à la fois un argument historique et soustrait à l'histoire. Évoquer Homère et suggérer que la réalité du suicide cellulaire était en quelque sorte un objet en attente de savoir, objet d'une intuition spontanée des anciens que la science moderne n'aurait fait que mettre au jour par d'autres moyens. Ce que suggère Amazen lorsqu'il note que les biologistes des années 60 étaient comme les lecteurs d'Homère, ils observaient un processus sans en comprendre les fonctionnalités. L'un des bénéfices de cette métaphore est par ailleurs souligné par Amazen lui-même, il s'agit de faire se rejoindre ce qui relève du fonctionnement du corps et un modèle dont le caractère mythologique évite les pièges de l'anthropomorphisme. L'explication psychologique, toujours sujette à caution, des phénomènes du vivant. Il n'y a pas plus de décision de vivre ou de mourir dans un corps qu'il n'y a de finalisme dans la théorie de l'apoptose ou d'intériorité psychologique qui rendent explicables les phénomènes de la vie et de la mort. Cette absence de finalisme est aussi ce qui permet d'évacuer l'autre bête noire de la théorie scientifique, le risque de la récupération téléologique. Se mettre à l'écoute de la mort cellulaire en évoquant l'exemple d'Homère, c'est sauter par-dessus une tradition littéraire d'interprétation eschatologique des phénomènes naturels, se situant peut-être au plus près d'une sensibilité contemporaine déchristianisée. Enfin, le bénéfice de cette représentation est de permettre une distinction plus fine aux lecteurs profanes. Ce sont les protéines qui activent la mort des cellules. Celles-ci ont été isolées par analyse d'un corps simple, un petit verre de sable, le Carneros abditis elegans, et aux gènes CED 3, 4 et 9, qui sont écrits en écriture italique par convention d'écriture, correspondent des protéines qui jouent un rôle essentiel dans les échanges qui caractérisent les organismes vivants et déterminent la vie de la cellule au moment de la croissance. Les vers mutants dépourvus de 3 et 4 ne peuvent fabriquer la protéine correspondante nécessaire à l'exécution cellulaire pendant le développement. Dans les vers, dit Amazen, où le CED9 est muté, la protéine correspondante ne pouvant être activée, l'embryon se désagrège au fur et à mesure.
Dans les vers mutants, où les 3 gènes sont altérés, aucune cellule ne meurt en revanche. SED9 n'est nécessaire que dans la mesure où elle empêche les protéines 3 et 4 de faire œuvre de mort. Les cellules fabriquent donc à la fois des destructeurs, SED3 et 4, et un protecteur, SED9. Mais SED3 ne devient tueur que s'il est activé par SED4. SED4 est aussi l'activateur de la protection de SED9. SED9 n'exerce aucune action sur 3 sinon par son intermédiaire. Et dès lors, il faut complexifier le schéma. Le champ des sirènes devient un schéma tripartite. Il y aurait une sirène tueuse, une sirène activatrice de la mort, et seul le mélange de ces 2 champs peut entraîner le suicide cellulaire. Quant au champ d'Orphée, il ne couvre pas le champ des sirènes, mais exerce une puissance de dissociation sur les 2 champs précédents, empêchant ainsi l'activation de la mort cellulaire. Alors, comme le note Amaison, seul le champ d'Orphée, le champ du protecteur, permet de poursuivre le voyage. La mort, c'est le silence d'Orphée. Alors, la mobilisation de cet épisode a peut-être également une autre fonction, qui est de représenter désormais le combat épique, en quelque sorte à l'intérieur du corps humain. Ce milieu intérieur dont Claude Bernard disait dans ses leçons qu'il est nécessaire de le penser pour fonder la science biologique. Le milieu intérieur dont il disait également qu'il est spécial à chaque être vivant. Cela conduit à une nouvelle remarque. Le monstre, l'effrayante créature des abysses dans l'Odyssée, est devenu un moyen de penser les dangers contradictoires qui menacent le corps aujourd'hui. Cette réintégration des peurs dans le corps lui-même, cette mort qu'il porte dans sa structure, est thématisée au chapitre 21 de l'essai d'Amaison qui s'intitule « Vieillir après l'heure et ses effets ». Pour en resituer le contexte, des expériences menées en 2002 sur des souris montrent que l'altération du gène P53 dans une cellule œuf, entraînant une activité anormalement élevée de la protéine correspondante, raccourcissait leur longévité. En revanche, leur résistance au cancer était plus grande. Inversement, une activité basse de cette même protéine entraînait des risques cancéreux aggravés qui réduisaient eux aussi la longévité. La navigation entre ces 2 écueils comme condition de la vie convoque alors un autre épisode littéraire qui est celui de Charybde des Scylla. Les monstres de l'Odyssée ont ici une fonctionnalité claire mais différente de la fable. Ils permettent de penser dans un contexte biologique l'équilibre entre substances comme condition d'une optimisation de la vie. La conscience de l'impossible immunité, au sens quasi politique du terme, d'une exemption du pouvoir commun, impose une anthropologie nouvelle qui participe elle aussi d'une sécularisation de la fable homérique. Il ne s'agit plus de conquérir une immortalité quasi divine en échappant au danger, comme cela pouvait être de règle pour le héros antique, mais d'affronter et de faire jouer en soi, l'une contre l'autre, 2 forces opposées. Le combat est intérieur et le corps, loin d'être exempté, l'arbitre de ces 2 forces dont l'influence réciproque le détermine en retour. Vieillir après l'heure, n'est pas le signe d'une miraculeuse exception, mais l'exposition au risque et la marque, la trace d'un combat perpétuel mené dans l'intimité du corps biologique. L'intériorisation du combat annonce aussi un autre rapport, proprement contemporain à la notion d'héroïsme qui intègre une dimension d'immanence. La représentation littéraire, la représentation, le croisement entre littérature et biologie s'effectue, on l'a vu, dans les 2 sens. Les bénéfices directs qu'en tirant chaque discipline dans son champ étant de nature à la fois explicatif, symbolique, historique. Je voudrais maintenant examiner dans un contexte plus vaste cette question, puisque jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'histoire de la littérature a été comprise, déterminée par des phénomènes généraux comme le climat, les conditions de vie ou la race. Si on lit l'essai de Madame de Staël, de la littérature dans ses rapports avec les institutions sociales, au début du XIXe siècle, ces 3 paramètres étaient considérés comme déterminants. Histoire littéraire et histoire tout court constituaient donc 2 séries liées. Et c'est seulement avec Brunetière que va s'élaborer une histoire autonome des littératures sur un paradigme naturaliste. C'est donc sur le modèle des êtres vivants et de leur lutte par laquelle il explique notamment la disparition de certains genres comme l'épopée,
Il se fonde pour déployer une histoire autonome de la littérature parmi les productions de l'esprit. Si le XIXe siècle a inventé la lutte des classes, la lutte des genres a eu son heure dans la théorie littéraire et on peut dire qu'elle a eu assez longtemps la vie dure. L'attitude essentialiste considère le genre comme étant défini par des déterminations internes comme le serait un organisme vivant. Or, le paradigme biologique s'applique aussi à l'œuvre individuelle, c'est ce qui permet, selon la théorie littéraire de la fin du XIXe siècle, par exemple, de parler de la perfection, de l'unité d'un poème. Un siècle plus tard, Jean-Marie Schaeffer s'attaquera à cette conception. Il n'est déjà pas évident, me-t-il, d'appliquer une métaphore biologique à un artefact, tel qu'une œuvre individuelle. Il l'est encore moins de traiter un genre, c'est-à-dire un nom collectif, comme un être naturel. Et tout se complique si l'on applique le paradigme biologique à la fois aux artefacts et aux noms collectifs. Jean-Marie Schaeffer, dans son ouvrage de 89 sur le genre littéraire, critique cette confusion qui consiste à prendre à la lettre la métaphore biologique avec les inconvénients que cela comporte. Sa position pourrait se résumer à un constat qu'il mène à partir de la nouvelle de Borges, Pierre Ménard, auteur du Quichotte. Il n'y a pas de genre ou d'œuvre en soi, c'est souvent la lecture que nous en faisons qui va déterminer une appartenance générique. Don Quichotte est un récit d'un point de vue narratologique et une parodie. Il nous appartient donc de sortir de préjugés selon lesquels le texte s'évalue à partir du genre auquel il appartient, comme Médor appartient à la race canine. Les objets naturels ont des caractéristiques parce qu'ils appartiennent à une même classe. Les objets artificiels peuvent former une classe parce qu'ils ont des caractéristiques. La relation générique étant artefactuelle et non naturelle va de l'individu à la classe qui suppose un changement de méthode dans l'analyse des genres. Le modèle biologique a vécu, mais a permis d'autonomiser la littérature et tout en portant avec lui des confusions dont nous ne devons pas être dupes. Le dernier exemple que je souhaite développer relève cette fois d'une synergie entre les théories du vivant qui ont eu cours au XIXe siècle et l'hypothèse d'une double généalogie du roman qui se serait mise en place en même temps que les sciences de la vie naissante. Cette position fixiste a un nom dans l'histoire de la biologie, on peut l'associer à Cuvier. Ce modèle dit essentialiste peut être dit essentialiste ou décrit comme essentialiste par Karl Popper. Il se résume en l'idée que le monde est constitué d'un nombre limité d'essences fixes qui sont des espèces. Toute novation, alors, ne peut résulter que de l'apparition d'une essence nouvelle, soit par création, soit par transformation, brutale mutation. On ne passe pas d'une essence à l'autre, d'une essence à l'autre que par un saut, une catastrophe. Les limites des espèces sont parfaitement claires et définies. La vision du monde qui sous-tend ce modèle postule une intention de la nature et s'attache à prouver le principe téléologique naturel. Loin de se cantonner à la seule sphère scientifique, ce caractère informe également, de manière très générale, le roman du XIXe siècle. Telle est la thèse de Marc Courtieu dans un essai qui s'intitule « Événements et romans, une relation critique » qui a été publié en 2012. Un archétype romanesque s'est constitué, on va voir largement perduré. La narration doit s'organiser autour d'un événement central. On en développe les prémices, on en mesure les conséquences. Au paradigme catastrophiste, largement dominant, popularisé par Cuvier dans son discours sur les révolutions à la surface du globe, qui date des années 1810, Cuvier qui voit l'histoire du monde comme trouée d'événements dramatiques qui en bouleversent le cours, s'oppose le darwinisme emblématique de la nouvelle vision du monde selon laquelle l'histoire est évolutive, graduelle et continue, selon le principe du natura non facit saltum. Ce changement d'épistémé conditionnerait, selon Courtieu, un changement qui joue plus généralement sur la forme du récit. Telle est la thèse qui le conduit à opposer deux types de narration au XIXe, qui ont eu chacune une postérité distincte au XXe siècle. Il s'attache d'abord à spécifier la place centrale de l'événement dans le roman réaliste du XIXe, puis montre que la révolution opérée notamment par Flaubert et Melville se joue sur la contestation d'une telle évidence. À travers différentes études d'ordre général sur le naturalisme, le roman d'aventure, le roman américain, plus monographique, Joyce, Woolf, Broch, Musil, Sarraute, l'auteur détaille la façon dont, autour de cette figure de l'événement, les codes d'écriture romanesque ont bougé
au cours du XXe siècle, ouvrant la voie à de nouvelles recherches qui conduisent à concevoir l'événement d'une manière radicalement différente, comme peut-être ne devant son existence qu'au fait d'être raconté. Le modèle évolutionniste serait, selon cette thèse, en place dès Bouvard et Pécuchet, dans la mesure où ce n'est pas l'événementialité qui régit le roman. Impossible de répondre de manière définitive à des questions du genre « que s'y passe-t-il » ou « trouver des événements », quelle est leur place dans la structure du récit. De ce qu'un phénomène succède à un phénomène, on conclut qu'il en dérive. Prouvez-le, dit un personnage de Flaubert. Cette réflexion de Bouvard, qui doutait des causes, s'appliquerait, toujours selon l'auteur de cette thèse, au roman tout entier. C'est bien plus que ce qui advient le rôle combinatoire du hasard qui est mis en avant, qui à chaque fois relance la fiction vers une nouvelle expérience vue à l'échelle. Voilà peut-être, selon Courtieu, Darwin, pourquoi, selon Courtieu, Darwin et Flaubert se seraient trouvés confrontés aux mêmes difficultés au même moment, celle de dépasser certaines conventions pour parvenir à faire malgré tout le récit d'un procès ouvert d'essais et d'erreurs. Alors, Paul Ricoeur a explicité cette différence en opposant la forme épisodique qui s'exprime dans l'art de suivre une histoire par l'attente de contingences affectant le développement de celle-ci, et la forme configurationnelle selon laquelle l'acte de raconter ne consiste pas à ajouter des épisodes les uns aux autres, mais construit des totalités signifiantes à partir d'événements dispersés. L'art de raconter, par exemple, par conséquent, requerrait que nous soyons capables de dégager une configuration d'une succession, tout récit pouvant être conçu comme la compétition entre ces deux dimensions. Si l'analogie peut paraître faiblement motivée et se résume à une opposition somme toute classique entre continuité et discontinuité, elle n'en est pas moins opératoire pour comprendre comment le récit change de modèle au cours du XIXe siècle et comment se met en place dans la pratique narrative et dans la théorie des textes un imaginaire biologisant qui leur prête une existence autonome. Les conclusions qu'on peut tirer de ces quelques remarques sont multiples. Les dernières remarques montrent que la biologie en tant que modèle a été questionnée depuis fort longtemps par la littérature. Les remarques sur un regain d'intérêt pour la discipline au XXIe siècle s'inscrivent donc dans une histoire plus vaste du dialogue entre les disciplines. Mais au XXIe siècle, ce modèle a sans doute une résonance autre. Jean-Marie Schaeffer conçoit son opus La fin de l'exception humaine comme le terme d'un triptyque dont le second terme était l'adieu à l'esthétique. Le deuil d'une conception idéalisatrice de la littérature irait de pair avec un changement d'ontologie. La reconnaissance d'une humanité non plus séparée des autres espèces vivantes, mais qui reconnaîtrait pleinement son appartenance à la biosphère et ne revendiquerait plus, au nom de la conscience et du langage, une forme de statut d'exception. Cette nouvelle donne n'a rien d'écologisant, encore qu'elle s'inscrive dans une sensibilité environnementale marquée. Cela suppose une mutation du roman. Celui-ci naît et se développe au XVIIIe autour de la notion d'individu. Le roman contemporain renvoie plutôt, par les personnages clonables à l'infini de Houellebecq et la mortalité des multicellulaires chez Jane Grace, à la notion d'espèce. Il nous renvoie dans une période aussi où nous avons peu de chance de mourir en combattant ou de faire preuve d'héroïsme politique, à une nature qui frappe les protagonistes de manière indistincte, à cette forme moderne du destin qu'est la maladie. Il nous renvoie à des corps vivants pris dans un réseau de règles où biopouvoir et biopolitique dialoguent, mais sont devenus peut-être la forme fondamentale par laquelle les États légifèrent sur les corps vivants. Je ne vais pas parler de cette dimension politique faute de temps. Il nous renvoie aussi peut-être dans un geste anti-métaphysique à ce qui reste d'humain dans le devenir biologique et à ce que nous sauvons de notre vouloir dans la décision.